Bonjour mes amis. Comme toujours, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire informatif. Je suis heureuse de partager avec vous que nous avons reçu une réponse étonnante pour ce webinaire avec notre intervenant Vincent Bouon. Plus de 450 participants se sont inscrits à ce webinaire. Nous vous accueillons tous ici sur Zoom ainsi que sur Facebook Live. La plupart d'entre vous ont participé régulièrement à nos webinaires et nos cours en ligne. Mais pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur Indo-French Hub a été conçu pour faciliter l'échange de deux cultures très dynamiques dans le monde, l'Inde et la France. Dans ce but, nous avons créé un hub d'activités et de programmes enrichissants pour les apprenants et les enseignants, et tous ceux qui aiment la langue française, le film, l'histoire et la culture. Beaucoup d'entre nous trouvent qu'il est difficile de gérer le sujet d'ALF C1. Alors aujourd'hui, avec Vincent, nous allons apprendre et connaître les techniques pour faire un synthèse. Et comme on dit, en faisant, on apprend. Alors, notre intervenant, M. Vincent Bouon, bienvenue Vincent. Bonjour, Tushar, est-ce que tu pourrais voir si tu peux, if you can accept me to put my video because it's blocked. Je ne peux pas mettre ma vidéo, mon image. Ah, on peut parler, il n'y a pas de problème, mais Ah oui, ok. je peux pas. Yeah, it should be done now. Ok. Ah, oui, super, parfait. magnifique. Merci Salut. beaucoup, c'est très gentil. Salut, salut. Ok. La plupart d'entre nous déjà connaissent Vincent. Il est fondateur de French School TV, enseignant de FLE et expert en DALF et formateur de professeur FLE depuis 2008. Bienvenue Vincent et je vous donne la parole maintenant et bonne chance. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je vais parler 100% en français pendant la présentation, d'accord, puisqu'on est quand même sur le DALF C1. Bien évidemment, si vous avez des questions, les participants, n'hésitez pas, posez vos questions. Vous pouvez les poser en français, en anglais. Il n'y a aucun problème. On essaiera de répondre à toutes les questions. Il y a beaucoup de personnes intéressées par ce webinaire, donc on est très content. Je voulais, avant de commencer, dire merci beaucoup à Bijal, à Touchard de Indo-French Hub pour me permettre et vous permettre à vous aussi d'avoir accès à ce webinaire totalement gratuit. Alors, l'objectif de ce webinaire, comme on a dit, c'est donc de vous montrer un exemple de synthèse d'ALF C1, de vous aider à comprendre comment ça fonctionne, de vous aider à voir que c'est parfaitement accessible, la synthèse du DALF C1, avec le bon professeur et avec la bonne méthodologie, c'est très facile. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que à partir du 5 mai, on propose un cours intensif pour préparer le DALF C1. Je vais vous montrer l'information sur mon écran. Justement pour toutes les personnes qui seraient intéressées donc pour se présenter à l'examen du DALF. Donc, c'est un cours qui commence, comme on a dit ici, à partir du 5 mai. C'est 10 heures de cours, donc c'est un cours assez intensif. Les horaires, donc si vous êtes en Europe, c'est entre 16 heures et 17 heures le mercredi. Si vous êtes en Inde, c'est à 7h30, 8h30. Dans ce cours, on va traiter tout ce qui concerne la production écrite, la production orale de l'examen DALF C1, mais bien évidemment, on va parler aussi de la compréhension écrite et la compréhension orale. Dans ce cours, c'est moi le professeur, d'accord, en collaboration avec Indo-French Hub. Donc, on vous reparlera un petit peu plus de ce cours à la fin, mais si ça vous intéresse de regarder, vous avez dans le chat le lien, l'information vers le cours. Donc, c'est très dynamique, c'est très intéressant. Pour les gens qui veulent se présenter à l'examen, on élimine tous vos doutes sur production écrite et orale, compréhension écrite et orale. Donc, c'est vraiment un moyen de booster vos performances avant l'examen et d'arriver beaucoup plus sûr le jour de l'examen. OK ? On vous en reparlera un peu plus à la fin, mais n'hésitez pas à aller dans le chat et à cliquer sur le lien pour avoir l'information.
Alors, maintenant, donc, comme on l'a dit, on va s'intéresser un petit peu à notre synthèse de DALF C1. Donc, je vais faire une présentation, d'accord, ça va durer 30 minutes, je pense peut-être, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. À chaque fois que vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez vos questions dans le chat, d'accord? Et à la fin de cette vidéo, de cette présentation, nous aurons une petite session de questions-réponses pour vous aider à éliminer, commencer à éliminer des doutes, ok? Alors, donc, notre présentation. On va commencer un petit peu par présentation de l'examen. L'exemple de sujet qui est disponible sur le site de Indo-French Hub, la méthodologie, un exemple de synthèse, quelques conseils pratiques et bien évidemment la session de questions et réponses. Alors, on attaque, c'est parti, vous êtes motivés? Bien. Donc, la synthèse, c'est un exercice qui sert à évaluer vos capacités à faire quoi? Votre capacité à lire deux textes, hein, il y en a toujours deux. Dans les anciens examens, c'est possible qu'il y ait trois textes, mais actuellement, on a deux textes, d'accord? Deux textes qui traitent du même sujet et on veut voir votre capacité à identifier les informations importantes, similaires, opposées et complémentaires qui s'y trouvent dans ces deux textes. On veut évaluer votre capacité à reformuler ces informations dans un seul texte construit et cohérent de 200 à 240 mots qui sera facile à suivre et à comprendre. D'accord? Quand on parle de reformuler, après je vais vous l'expliquer, ça veut dire ne pas copier, coller ce qu'il y a dans le texte. Bien évidemment, vous allez réutiliser le vocabulaire du texte. On va évaluer aussi votre capacité à ne pas faire d'interprétation de l'information qui vous est présentée, ne pas modifier l'information, c'est très important. Et encore plus important, ne pas apporter d'éléments nouveaux ou votre opinion. D'accord? La synthèse, c'est un exercice d'analyse et de présentation, pas d'opinion ou d'argumentation. Alors, très important, le jour de l'examen, vous disposez de 2 heures et demie pour faire les deux exercices de production écrite qui sont la synthèse et l'essai argumenté. Vous voyez ici, je mets DELF B2, pourquoi? Parce que l'essai argumenté du DALF C1, c'est la même activité que pour le DELF B2. C'est un texte de 250 mots argumentatif. Ça vous donne plus ou moins 1h45 pour faire la synthèse, 45 minutes pour faire l'essai argumenté. Si vous prenez moins de temps sur la synthèse, 1 heure et demie pour la synthèse, 1 heure pour l'essai argumenté, mais en règle générale, vous passez plus de temps sur la synthèse. Seule différence est de taille avec le DELF B2, c'est que la synthèse donc, va être l'analyse des deux textes qu'on va vous proposer et l'essai argumenté va être sur le thème de ces deux textes. C'est-à-dire que la synthèse et l'essai argumenté sont sur le même thème. Donc ici, on veut bien séparer vos capacités. Premièrement, synthétiser l'information. Deuxièmement, donner votre opinion personnelle sur le thème. Voilà pourquoi il ne faut pas donner votre opinion personnelle dans la synthèse. Alors, si on regarde les sujets, donc si vous vous êtes inscrit, normalement, vous avez vu qu'on vous a mis à disposition deux PDF non, avec les deux thèmes, les deux textes qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, si on regarde rapidement, hein, pour se faire une petite idée, la longueur des deux textes, elle est très normale, d'accord? Vous avez normalement entre 2 et 3 pages de texte, d'accord? Normalement, on essaye de faire tenir les deux textes sur 2 pages et bien évidemment, les deux textes parlent du même thème, mais pas exactement avec les mêmes informations. Et ça, on va voir un petit peu aujourd'hui. Donc, une chose qu'on va faire, que je vais vous expliquer après dans la méthodologie, c'est très important le jour de l'examen de regarder un petit peu, hein, premier texte, le titre, toujours regarder la source, c'est-à-dire un petit peu la provenance du texte, il a été écrit dans quel journal, par qui, à quelle date, ça vous donne des informations supplémentaires. Pour le deuxième document, pareil,
On regarde le deuxième texte, on regarde le deuxième titre, excusez-moi, et après on regarde ensuite la source, et ça nous donne une petite information supplémentaire. Si on regarde ici, les cours particuliers s'érigent en contre-modèle de l'école, et on parle ici des béquilles de l'école, tout de suite, vous savez qu'on va parler d'un thème éducationnel. D'accord? Donc, est-ce que c'est un thème que vous connaissez? Super, peut-être que ce sera plus facile. Est-ce que c'est un thème que vous ne connaissez pas? Là, il va falloir bien suivre la méthodologie. OK? Alors, si on reprend un petit peu. Excusez-moi. Ah, petit problème. Là, magnifique. Donc, cette information que vous avez là, ce texte que vous avez là, c'est exactement le même texte qu'on vous donne sur la copie le jour de l'examen. D'accord? Vous allez voir que c'est une synthèse de ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on vous dit. Vous devez faire une synthèse de documents qu'on vous a proposés. Pour cela, vous dégagez les idées et les informations essentielles qu'ils contiennent. D'accord? Vous les regroupez et vous les classez en fonction du thème commun à tous ces documents. Et bien évidemment, vous les présentez avec vos propres mots, sous forme d'un nouveau texte suivi et cohérent. Attention! Vous devez rédiger un texte unique en suivant un ordre qui vous est propre, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de suivre l'ordre des informations dans les textes. Non, non, c'est vous qui créez votre texte à partir des informations collectées. Donc, vous ne devez pas mettre deux résumés des deux textes l'un après l'autre. C'est pas une activité de résumé, la synthèse, d'accord? C'est une activité d'analyse et d'organisation, et après de reformulation. Vous ne devez pas introduire d'autres idées ou informations que celles qui se trouvent dans les documents. Jamais, jamais, jamais. Ni faire de commentaires personnels. Bien évidemment, vous pouvez réutiliser les mots-clés. On ne vous demande pas de faire un texte avec des synonymes. On vous demande d'utiliser vos propres mots, mais de réutiliser les mots-clés, les mots importants qui sont dans les documents. Surtout pas de phrases ou de passages entiers copiés et collés, d'accord? Puisque ça, on va tout de suite le voir. Pour compter les mots, comment on fait en français pour compter les mots? C'est très simple. On vous le dit ici, règle de décompte des mots est considéré comme mot tout ensemble de signes placés entre deux espaces. Par exemple, quand vous avez l'expression c'est-à-dire, il n'y a pas d'espace, tout est connecté par un tiret. Ça veut dire que c'est un mot. Un bon sujet, un espace, deux espaces, ça fait trois mots. Je ne l'ai pas vu depuis avant-hier, 7 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, quand vous avez un espace, ça veut dire que vous avez un mot. OK? Bien. Alors, on rentre dans le vif du sujet. La méthodologie, d'accord? Alors, bien évidemment, cette méthodologie, c'est la mienne, d'accord? C'est une méthodologie qui fonctionne bien en général avec la majorité de mes étudiants. Bien évidemment, si vous regardez sur Internet, si vous avez des livres de préparation au DALF, on peut vous donner d'autres méthodologies. Elles sont complémentaires, il n'y a aucun problème, d'accord? Toutes les méthodologies sont bonnes pour arriver à faire la synthèse. L'objectif pour vous, c'est de récupérer les informations qui vous semblent claires, faciles à mettre en pratique et donc à réutiliser. Ok, mais il y a beaucoup de différentes méthodologies. On est tous, nous sommes tous des élèves différents, nous avons tous un style d'écriture différent, nous avons tous une perception des textes qui est différente et nous avons tous une analyse des textes qui est différente. D'accord? Donc ici, vous récupérez les choses que vous préférez. D'accord? Alors, la première chose à faire un petit peu, c'est, comme on vient de faire avant, identifier les titres et les sources des deux documents proposés. Ça peut paraître stupide, mais ça va vous aider à définir rapidement le thème et le contexte de la synthèse. Si vous définissez rapidement le thème, votre cerveau déjà, il est en train de penser à toutes les possibilités. Ensuite, si on veut regarder et s'attaquer un petit peu plus précisément au texte, la bonne technique, toujours, c'est jamais avoir le stylo posé, les mains libres, on prend les textes et on lit une première fois le texte sans se préoccuper d'identifier les idées importantes. Pourquoi? L'objectif ici réellement, c'est d'avoir une compréhension globale.
ce texte, il parle de quoi? D'accord? Quelle est l'information qu'on nous donne dans ce texte? De manière globale. D'accord? Vous faites une première lecture du premier texte et après, vous commencez à l'analyser. D'accord? On relit le texte, on souligne les parties importantes de chaque paragraphe et on les résume. De quoi parle ce paragraphe? Si ça vous semble compliqué, on recommence, on relit le texte une troisième fois, on fait la même activité. Si ça vous semble compliqué, on recommence, on relit le texte. Plus vous relisez le texte, plus votre compréhension du texte augmente. D'accord? À la première lecture, vous allez dire ouf, c'est compliqué. À la deuxième, ce sera plus facile. À la troisième, encore plus. À la quatrième et à la cinquième, encore plus. L'analyse des textes est très importante. Donc, prenez le temps de les lire. D'accord? Le temps que vous utilisez à lire les textes, c'est du temps gagné après pour faire la synthèse. OK? On prend le deuxième texte. On le lit une première fois sans aucun objectif qui est autre que de quoi parle le texte. On prend son stylo, on le lit une deuxième fois et on souligne. Alors, vous pouvez utiliser des stylos de couleur, vous pouvez utiliser des fluors. Ça, c'est très pratique le jour de l'examen pour identifier les informations importantes dans les documents. D'accord? Alors, attention à ne pas tout souligner. Si vous soulignez tout, il n'y a aucun objectif. Essayez de voir, quand vous lisez un paragraphe, quelles sont les informations qui vous semblent importantes comme lecteur. Ça, c'est votre capacité d'analyse, c'est votre esprit critique. Et donc, on va l'analyser. On va analyser, est-ce que vous êtes capable d'identifier les informations importantes? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations récoltées? Parce que vous allez avoir beaucoup d'informations. Et maintenant, on est à la partie la plus difficile. Qu'est-ce que je fais avec ces informations? Alors, on peut identifier un peu quelles sont les idées qui se répètent dans les deux textes, par exemple, puisque si vous avez une idée dans le premier texte et vous avez la même idée dans le deuxième, cette idée, obligatoirement, elle va dans ma synthèse, puisqu'elle est dans les deux textes, elle est importante. Est-ce qu'on a des idées qui s'opposent? Est-ce que, par exemple, dans le premier texte, on me dit oui, dans le deuxième texte, on me dit non? Des idées qui s'opposent. Obligatoirement, on va dire de notre synthèse qu'il y a des opinions différentes des gens qui ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on a des idées qui se complètent? Est-ce qu'on a, par exemple, des conséquences, des causes, des solutions dans le premier texte, dans le deuxième texte? Ces causes, on va les allier avec des conséquences et on va les compléter avec des solutions. D'accord? Ça va nous être très utile. Est-ce qu'il y a des paradoxes? D'accord? Des concessions, des choses qui sont bizarres ou on nous dit que cette chose n'est pas normale et pourtant elle est réalisée. Ce type de paradoxe, obligatoirement, vous devez l'avoir dans la synthèse puisque ce sont des informations importantes. Est-ce qu'il y a donc la possibilité d'identifier des problèmes, des solutions, des avantages, des inconvénients de quelque chose, des causes, conséquences et solutions d'un phénomène ou d'une problématique? Attention, vous ne devez pas les imaginer, vous devez les identifier. Si on vous parle des causes, mais on ne vous parle pas des conséquences, vous présenterez les causes. Si on vous parle des conséquences de quelque chose, mais pas des causes, vous présentez uniquement les conséquences. Ne jamais apporter d'éléments qui ne soient pas dans les textes. Uniquement les informations des textes, rien d'autre. OK ? Vous pouvez, si vous voulez, organiser vos idées sous forme de tableau. Je vous l'ai mis ici, c'est optionnel. Chacun a sa technique. Vous pouvez lire le premier texte et le deuxième et donc mettre ici les idées qui sont similaires, opposées, isolées, les paradoxes. Vous vous organisez comme vous voulez. Moi, j'utilise pas un tableau en général, j'utilise autre chose, mais un tableau, c'est très pratique. Quand j'ai commencé à me former comme professeur de français pour la synthèse, on m'a expliqué qu'un tableau, ça aidait les élèves. C'est vrai, il y a des élèves qui peuvent apprécier un tableau. J'ai beaucoup d'élèves qui apprécient les tableaux. Ça permet d'organiser les idées clairement. Personnellement, moi, je ne le fais pas, mais on a expliqué qu'on est tous différents. Vous voyez ici, je mets texte 3 parce que dans le passé, il y avait peut-être 3 textes qui étaient plus petits. Dans l'actualité, il y a toujours 2 textes, d'accord? Mais si jamais le jour de l'examen, vous avez un 3e texte, pas de stress, on se calme, c'est parfaitement normal. Vous aurez le premier texte ou le deuxième texte qui est plus court. Vous n'aurez pas une plus grande quantité de choses à lire, d'accord? Alors, on va voir un petit peu.
on continue avec la méthodologie pour écrire la synthèse. Donc, une fois que vous avez vos idées, organisez les problèmes, les solutions, les ci, les ça. Au brouillon, toujours au brouillon, hein, jamais sur l'examen directement. On commence par définir l'organisation de mon texte, son déroulement logique. C'est la partie la plus importante de votre synthèse, c'est-à-dire par quoi mon texte va commencer, de quoi je vais parler de mon texte. Vous devez définir son organisation. Ce sera plus facile à écrire après, d'accord? Bien évidemment, cette organisation, elle peut changer après quand vous êtes en train d'écrire. Si vous vous rendez compte que votre organisation n'est pas terrible, vous pouvez la changer. Mais il faut penser à une organisation. Ensuite, on écrit sans trop se préoccuper de la longueur minimale. D'accord? On écrit, hein, mais en faisant attention à ne pas dépasser la longueur maximale. On a dit c'est entre 200 et 240 mots. Essayez dans votre brouillon de ne pas dépasser la longueur parce que c'est plus difficile d'éliminer du texte que de ajouter du texte. C'est très facile de rajouter du texte. Il faut penser à un titre, hein, une introduction pour présenter le thème de la synthèse et une conclusion qui résume la situation. Mais c'est optionnel, ça dépend les textes qu'on va vous proposer. D'accord? Peut-être que de temps en temps, vous n'aurez pas de conclusion parce qu'il n'y a pas de conclusion dans les textes, tout simplement. Peut-être que vous n'aurez pas de titre parce que le titre, c'est totalement optionnel. D'accord? Ce n'est pas obligatoire non plus. Alors, quand vous avez terminé de faire ça, que vous avez écrit, si votre texte il est trop long, bah, il faut éliminer les adjectifs, les adverbes, il faut reformuler les phrases, il faut éliminer les idées superflues, il faut utiliser des connecteurs plus simples, etc., etc. Mais en théorie, c'est dur d'éliminer. Donc, concentrez-vous vraiment sur faire le minimum, et après, quand vous comptez les mots, essayez de voir. S'il vous manque des mots, je peux mettre un titre. Peut-être que je peux ajouter des informations qui sont dans les documents. Mais si ma synthèse est trop longue, ça va être compliqué, d'accord, de éliminer en gardant un texte qui soit facile à lire. Alors, l'analyse du premier texte. Donc, je fais une toute petite pause, une petite seconde, je vais voir. Donc, les textes qu'on vous a demandé de lire pour aujourd'hui, donc bien évidemment, moi je les ai lus et j'ai mis en place ma méthodologie qui est de lire les textes, identifier les informations et résumer l'information de chaque paragraphe. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un résumé de chaque paragraphe que moi j'ai fait avec les textes que vous avez disponibles. D'accord? Alors, on continue. Donc, premièrement, sur le premier texte, on nous disait que selon un rapport du Haut Conseil de l'école, il y a une troisième filière d'éducation qui devient chaque fois plus importante après l'enseignement public et privé, les entreprises qui dispensent des cours particuliers. Donc ça, c'est mon résumé du premier paragraphe. Et qu'est-ce que je fais? Ici, j'essaye de caractériser cette information. Vous voyez, j'ai différents types de caractéristiques, situation, cause, conséquence, paradoxe. Donc, c'est moi qui ai fait ça, où j'ai identifié, j'ai souligné l'information de mon texte et je caractérise. Ici, on parle de la situation. On me dit qu'il y a une troisième filière d'éducation. On continue. Dans le deuxième paragraphe, on nous disait que cela est dû aux avantages fiscaux qu'elle propose et à la professionnalisation du secteur. Ben, c'est une cause, c'est dû aux avantages fiscaux. Donc je sais que la cause de ces cours particuliers, c'est les avantages fiscaux que proposent ces entreprises et la professionnalisation du secteur des cours particuliers. Un autre facteur de ce succès, c'est la peur de l'échec scolaire qui est si mal vue dans notre société par les élèves, mais surtout par leurs parents. L'individualité de l'enseignement et sa personnalisation séduisent les apprenants. Encore ici, on a un paragraphe complet qui parle des causes. Quelle est la cause des cours particuliers? La peur de l'échec scolaire, d'accord, qui est mal vue par les élèves et par leurs parents. On parle aussi de l'individualité et de l'enseignement, de la personnalisation qui séduit les apprenants. Donc, les élèves, ils veulent prendre des cours particuliers. Pourquoi? Parce que c'est individuel et parce que c'est personnalisé. D'accord? C'est une cause. On continue. Même les bons élèves y ont recours grâce au prix accessible pour accéder à l'excellence. Cela montre du doigt deux aspects négatifs de notre société, le manque de confiance en l'école et les inégalités entre la population. J'ai un paradoxe. Quel est le paradoxe? Que même les bons élèves prennent des cours particuliers.
c'est pas normal. Normalement, les cours particuliers, c'est pour les mauvais élèves. Mais même les bons élèves les prennent. C'est un paradoxe. Et on nous parle d'un problème aussi. Quel est le problème? Il y a un manque de confiance dans l'école et ça provoque des inégalités dans la population, les cours particuliers, puisque seuls les élèves avec de l'argent, dont les familles ont de l'argent, peuvent prendre des cours particuliers. Et donc, on a une inégalité. Et enfin, la dernière partie du premier texte, on nous disait que la France n'est pas la seule dans cette situation, que les cours particuliers touchent tous les pays. Les gouvernements devraient s'alerter de ce phénomène grandissant. On nous donne un conseil, l'auteur du texte, il nous dit que, un conseil ou recommandation, comme vous voulez, on nous dit que les gouvernements devraient s'alerter, devraient prendre conscience de ce problème. D'accord? Donc vous voyez, je fais un résumé de chaque paragraphe et après je caractérise l'information. Pourquoi je caractérise l'information? Ça va m'aider à définir l'organisation de ma synthèse. Maintenant, on regarde le deuxième texte. Si vous regardez, j'ai fait la même chose. J'ai fait un résumé, d'accord? Alors ici, j'ai fait un résumé relativement long parce que moi, je suis habitué à les faire comme ça de manière longue. Vous pouvez faire des résumés bien plus courts ou vous pouvez tout simplement ne pas résumer et avec un surligneur, identifier ces mêmes informations dans les textes et les caractériser par la suite ou ces informations, les mettre dans le tableau que je vous ai montré. Idées similaires, opposées, paradoxes. Vous pouvez faire un tableau avec les causes, les conséquences, les solutions. Ça dépend des documents. Okay? Mais ça, vous pouvez le faire une fois que vous avez lu le premier texte une première fois, une fois que vous avez lu le deuxième texte une première fois aussi, parce que ça vous donne une idée globale un petit peu de quoi parlent les textes. Alors, on continuait. Dans le deuxième texte, on nous disait que selon un rapport du Haut Conseil, il y avait 3 facteurs responsables de l'accroissement des cours de soutien scolaire. Angoisse des parents, société compétitive et faiblesse de l'école classique. On nous parle encore de causes ici, d'accord? Les causes de pourquoi les élèves prennent des cours particuliers. Les parents sont angoissés. C'était déjà dans mon premier texte, ça. La société est compétitive. C'était déjà dans mon premier texte, ça. Les faiblesses de l'école classique. C'était déjà dans mon premier texte, ça. Donc ces informations, ces causes, obligatoirement, elles vont être dans ma synthèse. D'accord? Tiens, si on continue. Ouh, regardez, les avantages fiscaux, c'était déjà dans mon premier texte. Donc cette information, obligatoirement, elle va être dans ma synthèse. Réduction de 50% des impôts, ils sont beaucoup. Ça a professionnalisé le secteur. On avait déjà parlé de la professionnalisation du secteur dans le premier texte, donc ça va être dans ma synthèse. On vous dit que les classes moyennes y hautes, d'accord, la classe moyenne, la classe haute, les gens de la classe moyenne et les plus riches profitent au maximum des cours particuliers. Les classes basses, les gens plus pauvres, se cantonnent aux professeurs non déclarés car elles ne payent pas d'impôts. D'accord? Donc on a une certaine inégalité, information qu'on avait déjà dans notre premier texte. Donc ici on nous parle de cause et d'un problème. Quel est le problème? Que les classes basses ou n'ont pas accès aux cours particuliers ou elles ne peuvent pas déclarer les cours particuliers ou ne pas avoir accès à des professeurs déclarés, en théorie meilleurs, puisque les professeurs qui vont déclarer, ça veut dire qu'ils ont des diplômes, ça veut dire qu'ils ont une entreprise, etc., etc. Plus d'un quart des élèves suivent des cours particuliers, bien qu'aucune étude officielle ne le montre. Les entreprises de cours particuliers mettent l'accent sur tout ce que l'éducation nationale ne peut pas offrir, choix du professeur, personnalisation de l'apprentissage, réactivité, etc., etc., les techniques d'apprendre à apprendre, l'automatisation de l'apprentissage. De quoi on parle ici? On me parle de la situation, de pourquoi les élèves suivent des cours particuliers. D'accord? Donc ça, c'est intéressant dans ma synthèse. Vous voyez, ce n'est pas une information qui est une cause, une conséquence, mais on me présente la situation des cours particuliers en France. D'accord? On nous parle des entreprises, de leurs techniques, on nous dit qu'il y a un quart des élèves qui prennent des cours particuliers. Et à la fin, on nous parlait d'une personne. On nous dit que le sociologue Dominique Glassman suggère que l'école pourrait aider les étudiants en aménageant des horaires pour enseigner ces techniques d'apprentissage aux élèves. Par exemple, en réactivant les salles d'études avec des professeurs disponibles. On me donne une solution au problème. D'accord? Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour terminer ma synthèse. Alors, maintenant, j'ai l'analyse du premier texte, l'analyse du deuxième texte, j'ai caractérisé toutes mes informations, j'organise ma synthèse. Avant de commencer à écrire, j'organise. Tiens, ma synthèse.
Si je veux lui donner un titre, c'est pas obligatoire, d'accord? Je pourrais lui dire, par exemple, apprendre à apprendre, l'essor des cours particuliers. L'essor, c'est comme l'augmentation. Introduction, on va prendre les deux textes. Premier paragraphe, pourquoi les cours particuliers augmentent? Ici, je peux parler de la situation et des causes du problème. Deuxième paragraphe, je peux parler des nouvelles entreprises de ce secteur. Pareil, la situation et les causes du problème relationnées avec les entreprises. Troisième paragraphe, quel est l'impact sur les classes sociales, les conséquences de ce problème? Et enfin, conclusion, les solutions à ce problème. D'accord? Donc, ça, c'est mon organisation. Ça ne veut pas dire que dans cette synthèse, vous devriez avoir la même organisation. On pourrait avoir une organisation totalement différente de cette synthèse. Mais de quoi on va parler dans cette synthèse? Obligatoirement, on va parler de la situation, on va parler des causes du problème, des conséquences de ce problème et des solutions à ce problème. Ça, c'est obligatoire parce qu'ici, les deux textes nous amènent à parler de ça. OK? Et voilà la synthèse. Alors, je vais vous la lire. Je vous montre un petit peu cette synthèse et après, je vous montre plus particulièrement quelques éléments importants de la synthèse. Donc, par exemple, mon titre, Apprendre à apprendre, l'essor des cours particuliers. Mon introduction. Les cours particuliers sont en pleine expansion. Ils montrent du doigt les défaillances de l'école et les inégalités dans la population française. Une récente étude menée par le Haut Conseil de l'école montre que plus d'un quart des élèves prennent des cours particuliers pendant leur scolarité. En effet, plusieurs facteurs sont responsables de cet engouement. Une fiscalité réduite pour les familles, un manque de confiance dans l'école et la peur de l'échec scolaire par les élèves, mais surtout par leurs parents. Mon deuxième paragraphe, nombreuses sont les entreprises qui profitent de cette situation. Elles s'érigent en contre-modèle de l'école avec des arguments de force. Choix du professeur, enseignement personnalisé et individuel. Mais surtout, elles concentrent leurs efforts sur les techniques de apprendre à apprendre, absentes de l'éducation classique. Troisième paragraphe, pardon. Grâce à la professionnalisation du secteur, elles séduisent non seulement les classes aisées, mais également les classes moyennes, soucieuses de donner les meilleures chances possibles à leurs enfants pour le futur. Et les classes les plus modestes alors, ne pouvant pas jouir de la défiscalisation des cours particuliers car elles ne payent pas d'impôts, elles souffrent, provoquant un accroissement des inégalités dans la société. Ma conclusion? Finalement, pour proposer une solution, le sociologue Dominique Glassman suggère que l'école pourrait aider les étudiants. Il suffirait d'aménager des horaires pour enseigner ces techniques d'apprentissage aux élèves, par exemple en réactivant les salles d'études avec des professeurs disponibles. Si vous regardez, ça c'est quasiment le résumé que j'ai fait du paragraphe. D'accord? Donc, vous voyez ici, quand vous faites le résumé des paragraphes, ce résumé, c'est quelque chose que vous avez créé, reformulé, que vous pouvez directement réutiliser dans votre synthèse. Donc, vous gagnez du temps. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément, d'accord? Regarde. Le titre, c'est optionnel. Il ne doit pas être obligatoire. D'accord? Ici, vous voyez, ma synthèse a fait 235 mots. Je pourrais éliminer le titre et avoir 225 mots. C'est entre 200 et entre 240. Mais si vous mettez un titre et vous nous donnez une synthèse qui est 245 mots, non, c'est stupide. Il faut éliminer le titre pour que votre synthèse fasse moins de 240 mots. Mon introduction ici, elle est en une seule phrase pour résumer la situation. Pourquoi? C'est toujours le même problème. La synthèse, c'est 200 à 240 mots. Donc votre introduction, elle ne peut pas faire 25 lignes, sinon vous perdez des éléments importants. Donc dans le premier texte, ou je sais plus si dans le premier ou dans le deuxième, on nous parlait d'une étude récente. Donc j'en parle de cette étude, d'accord? Et je dis cette étude par qui elle a été menée. D'accord? C'est des informations importantes ici. Quand je présente une étude, je dois dire dans le premier texte, si vous voulez, ou une étude menée par telle personne ou par telle école ou par tel organisme. Vous devez citer ces études et ces personnes ou ces organisations. D'accord? J'essaye d'utiliser des connecteurs. Attention,
pour votre synthèse, les connecteurs ne sont pas obligatoires. Ça dépend le thème de la synthèse, ça dépend les informations qu'on vous donne, ça dépend si vous parlez des causes, des conséquences, etc., etc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des connecteurs dans la synthèse. Oui, dans l'essai argumenté. D'accord? Mais bon, moi, comme pour moi c'est un petit peu plus facile, je les utilise parce que réellement les connecteurs, c'est pour que ce soit plus facile. Ici, on parlait donc un petit peu des causes. Ben, on parlait du choix du professeur, de l'enseignement personnalisé individuel, mais surtout, parce que dans le texte, on nous disait ça. D'accord? Vous voyez ici, ce type de connecteur, quand vous utilisez surtout, vous devez faire attention à est-ce que c'est le sentiment qu'on nous a donné dans les textes. Parce que quand vous utilisez surtout, ça peut être vu comme une opinion personnelle. Donc, attention aux adverbes ou aux connecteurs que vous utilisez. Ici, dans mon troisième paragraphe, j'ai commencé par un connecteur puisque je parlais un petit peu des causes. D'accord, donc j'utilise un connecteur de cause, bien évidemment, grâce à ou cause de. On nous parlait un petit peu d'un problème, d'une inégalité. Donc, je peux faire une question ici, puisqu'on se demandait dans les documents comment va faire la classe la plus pauvre, la plus modeste avec les cours particuliers. J'utilise ici un participe présent, puisque le participe présent peut exprimer la cause, et je présente une cause. Donc, vous voyez, vous pouvez dire parce que, vous pouvez dire car, mais vous pouvez utiliser d'autres formes de la langue française pour introduire une cause, pour introduire une conséquence, etc., etc. Et donc, on nous parlait d'un problème qui était une conséquence négative, l'accroissement des inégalités dans la société. Ma conclusion, qui au final est une solution, je peux la terminer par exemple par finalement, si vous ne voulez pas utiliser pour conclure, qui est peut-être plus difficile à utiliser. Finalement, pour proposer une solution, et je donne le nom de la personne qui présentait la solution. Et je dis aussi qui c'est cette personne. C'est un sociologue, il s'appelle Dominique Glassman. D'accord? Qu'est-ce que c'est sa solution? Ben, l'école pourrait, attention, ici, il fait une proposition, donc j'utilise le conditionnel, c'est beaucoup mieux. D'accord? Pourrait aider les étudiants. De quelle manière? Il suffirait, encore le conditionnel, puisque on proposait une solution d'aménager des horaires, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est un modèle de synthèse. N'importe quel professeur de français aurait les mêmes informations, mais pas les mêmes, la même organisation des paragraphes. D'accord? Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que toutes les synthèses que je vais recevoir de mes élèves auront la même information, mais ce ne sera pas du tout organisé de la même manière. D'accord? Donc, l'organisation, c'est la vôtre. Les informations, ce sont toujours les mêmes pour tout le monde, puisqu'on veut uniquement les informations qui sont dans les documents et les informations les plus importantes. Est-ce que certaines informations peuvent être un petit peu différentes? Oui, bien évidemment, il peut y avoir quelques petites limitations. Mais réellement, ici, c'était très clair. Les causes du problème, les conséquences du problème et les solutions du problème. Et bien évidemment, quel est le problème? Quelle est la situation? Alors, quelques conseils pratiques. Donc, surtout, une seconde, on va bien au niveau du temps? Ouais, parfait. Donc, n'oubliez pas de citer les personnes nommées. Oh, il y a une faute de grammaire. Vous voyez, même les professeurs de français ont fait des fautes de grammaire. Personne avec ES, attention. J'imagine qu'il doit y avoir quelques professeurs qui nous regardent actuellement, donc c'est pas très sérieux. Donc, n'oubliez pas de citer les personnes nommées dans les documents, psychologues, experts, professeurs, comme par exemple ici mon sociologue Dominique Glassman. Si je présente une information qui est donnée par une personne, je dois citer cette personne dans ma synthèse. C'est important, d'accord, pour que ce soit clair. La synthèse doit uniquement contenir des idées présentes dans les documents, pas d'idées personnelles ou d'interprétation que vous faites des documents. Ici, il n'y a aucune information personnelle, rien, il n'y a aucune information que moi j'ai donnée ou que moi j'ai transformée ou que j'ai interprétée ou j'ai exprimé des conséquences et des causes qui n'étaient pas dans les documents. Tout ce qui est là, c'est tout ce qui est dans les documents. Okay? Donc, votre synthèse, elle ne contiendra jamais à mon avis, selon moi, en ce qui me concerne personnellement,
c'est pas possible, d'accord? Vous ne pouvez pas avoir une synthèse avec des idées personnelles ou de l'interprétation, d'accord? Alors, tiens, avant de parler un petit peu de notre session questions-réponses, je vous répète que notre objectif avec InnoFrench Hub, en plus de vous montrer un exemple de synthèse, c'est de vous motiver à vous présenter à l'examen, de vraiment avoir ce diplôme d'Alcéen. C'est très facile si vous êtes travailleur, si vous utilisez bien la méthodologie et si vous écoutez bien les conseils. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui se présentent chaque année dans le monde pour le diplôme d'Alcéen. Il y a un taux de réussite qui est largement élevé, autour de 70%, donc 7 candidats sur 10, ce qui est relativement élevé. Avec la bonne méthodologie, c'est super facile. On a déjà fait des types de cours comme ça avec IndoFrench Hub. C'est très dynamique, c'est très intéressant parce que toutes les personnes qui participent à ces cours, en général, elles ont quand même un très très bon niveau de français. C'est des cours où on peut discuter, c'est des cours où on va avoir beaucoup de thèmes d'examen différents, où on va pouvoir résoudre tous vos doutes et toutes vos questions sur l'examen. Donc vous pouvez vraiment apprendre avec, super professeur, éliminer tous vos doutes pour l'examen. On traite de nombreux sujets de production écrite et orale, ainsi que de compréhension écrite et orale. On commence à partir du 5 mai, donc on commence bientôt. Il y a largement le temps pour vous inscrire. Vous avez dans le chat le lien vers le site web de IndoFrench Hub avec l'information. D'accord, donc envoyez-leur un petit mail. Je sais qu'aujourd'hui, il y a déjà des élèves qui participent à nos cours qui sont ici en ligne aussi pour continuer à apprendre. En règle générale, les élèves sont très contents des cours. Si ça vous intéresse, c'est vraiment un super cours pour booster un petit peu vos capacités avant l'examen. Attention, c'est un cours de 10 heures, hein, c'est pas un cours de 50 heures avec un manuel ni quoi que ce soit. Nous, ici, on va se focaliser sur l'examen. Production orale, production écrite, compréhension orale et écrite. Majoritairement, bien évidemment, la production, parce qu'en général, c'est ça qui pose le plus de problèmes aux candidats. Mais bien évidemment, on travaillera sur la compréhension écrite et sur la compréhension orale aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la synthèse, bien évidemment? Si vous avez lu les documents, je serais enchanté de répondre à toutes vos questions, que ce soit sur ce qu'on vient de faire, sur la synthèse de documents en général, sur le DALF C1 en général ou sur le prochain cours qui va ouvrir. D'accord? Oui, Vincent, il y a des questions, mais tout d'abord, c'était un webinaire contenant de nombreux conseils et techniques utiles. Et votre expertise dans ce domaine est toujours très utile pour nous. Et merci d'avoir accordé un temps précieux et d'avoir accepté de présenter ce webinaire. Merci Grand beaucoup. plaisir. Avec grand Et, plaisir. et les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section Q&A. Et oui, on a déjà quelques questions pour vous, Vincent. Oui, la première question de Dinara. Combien de phrases compliquées dois-je utiliser dans la partie écrite? Toutes les phrases doivent être compliquées. Non, c'est pas vrai. Non, surtout pas. D'accord. En fait, bien évidemment, on va évaluer votre niveau linguistique. Non, c'est important au niveau C1 d'avoir un niveau linguistique élevé, on va dire. Mais dans tous mes cours de français, j'ai toujours tendance à dire à mes élèves, faites simple. D'accord? Pourquoi? Parce que de toute façon, comme l'exercice de la synthèse, c'est un exercice complexe, obligatoirement, vous allez utiliser des phrases complexes. Donc, ne vous concentrez pas sur la complexité des phrases, puisque on ne va pas compter vos phrases complexes. On va premièrement voir la qualité de votre synthèse. Est-ce que quand je lis la synthèse du début à la fin, est-ce que c'est facile à suivre? Et ça, c'est la chose la plus importante. D'accord? Est-ce que c'est facile à comprendre? Deuxièmement, la chose la plus importante, est-ce que les informations des documents, elles sont dans votre synthèse? Oui, super, parfait. Et après, quand on a vu tout ça, on va regarder la partie linguistique. D'accord? Et si vous n'avez pas beaucoup de phrases complexes, allez, vous allez perdre quoi? Au maximum, 1,5 point, 2 points, vous allez perdre sur un exercice de 13 points si vous n'avez pas beaucoup de phrases complexes. Donc réellement, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement important.
Alors, en plus, qu'est-ce qui se passe? Dans la synthèse, comme je vous ai dit, les textes peuvent être différents. Si vous allez exprimer un paradoxe, c'est quand même intéressant quand on exprime un paradoxe d'utiliser par exemple bien que, malgré. Ici, ce serait important d'utiliser un connecteur pour introduire le paradoxe, non? Ou comme vous avez vu par exemple dans la synthèse que je vous ai montré, pour exprimer la cause, j'ai utilisé un gérondif, excusez-moi, un participe présent. Ça, c'est quelque chose que les examinateurs, on va valoriser. Mais on ne va pas valoriser une phrase de 15 lignes très complexe. Non, parce que complexe, ça ne veut pas dire clair. Concentrez-vous sur la clarté, obligatoirement vos phrases seront complexes. D'accord? Donc j'espère que ça répond à votre question. Merci. Et Laura a posé une question. La question est obligatoire ou optative? Je ne sais pas. Totalement Ah, ok. optionnel, totalement optatif, bien sûr, sans aucun problème. Si vous aviez par exemple dans les documents une question, vous pourriez la mettre, vous pourriez la reprendre par exemple en la reformulant. Je vous donne un exemple. Si on avait un expert qui posait une question, on pourrait dire cet expert, David Perrin, se pose la question suivante. Et après, par exemple, vous pourriez répondre à la question avec les éléments du texte. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Hein. Non, non. C'était uniquement pour vous montrer une chose que vous pouvez faire dans votre synthèse, mais non. La question, c'est très pratique pour laisser argumenter. Là, oui, c'est vraiment pratique. Pour l'argumentation, pour le deuxième exercice, c'est bien de poser des questions pour attirer l'attention de votre lecteur. Mais pas dans la synthèse, non, non. Optatif total. Ok. David a posé la question. J'apprécie beaucoup ce format de présentation. Très, non, oui, c'est formidable. Est-ce que je peux souligner les infos dans la feuille d'examen? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour cette raison hein, que je vous dis que vous devez utiliser des stylos de couleur, des fluors. Euh, Ça va vous paraître stupide ce que je vais vous dire, mais vous avez payé pour l'examen. L'examen, il est à vous. D'accord? Le papier, vous écrivez tout ce que vous voulez sur le papier. D'accord? Donc oui, bien évidemment, si vous avez le jour de l'examen, vous pouvez apporter une règle ou un stylo. L'analyse est primordiale. Il faut souligner dans votre texte, si vous voulez, ce que vous pouvez faire aussi, c'est à côté de chaque paragraphe dans votre texte, mettre un numéro ou mettre un signe qui vous permet de dire ça, je vais le connecter avec ça, ça, je vais le connecter avec ça. Nous, les évaluateurs, on va uniquement évaluer votre texte. L'examen, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Donc oui, bien évidemment, écrivez sur l'examen, mettez de la couleur, utilisez-les comme vous voulez. D'accord? L'examen, vous devez vraiment l'utiliser au maximum de la même manière pour la compréhension orale et pour la compréhension écrite. Quand vous faites la lecture des documents, n'hésitez pas à souligner, à marquer, à mettre des flèches, tout ce qui peut vous aider après à organiser l'information. Donc oui, oui, oui. Ok. Et David a posé, faut-il inclure également les sources des textes? Non, vous n'êtes pas obligé d'introduire les sources des textes, tout simplement parce que ça vous prend beaucoup d'espace et comme c'est la majorité des candidats, vous avez des difficultés à respecter la longueur maximale de 240 mots. Non, vous ne devez pas ajouter ni les titres, ni les sources. Une introduction classique, c'est tout simplement de dire deux textes nous parlent de ce thème et voici ici un résumé de la situation. Non, si jamais vous ne savez pas du tout comment faire une introduction, ce serait ça. Je vous le mets dans le chat. Hein. Deux textes parlent de ça, ça, ça. Voici un résumé ou une présentation de la situation. Parce que souvent, les élèves ne savent, ou les candidats ne savent pas comment faire une introduction. Donc ça, c'est une introduction basique. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez en utiliser une autre un petit peu mieux, mais je ne sais plus ce que c'était la question. Non, on ne parle pas des sources. On ne parle pas des sources là-dedans. D'accord. Et introduction, vous introduisez de manière facile avec cette formule. Et après, vous commencez avec vos informations personnelles. Ok. Et Kashmira voulait savoir en raison de, compte trois mots. En raison de. Une excellente question. Et regardez, si on l'écrit dans le chat.
Est-ce que vous avez un espace entre en et raison? Oui. Est-ce que vous avez un espace entre raison et de? Oui. Ça veut dire que vous comptez 3 mots. C'est exactement ça. Donc, si vous avez pensé à ça, Kashmira, elle s'appelait, tu m'as dit? Kashmira, oui. Kashmira, pardon. Mais Kashmira, vous avez bien compté en raison de ces 3 mots. Félicitations. OK. Et on attend de se retrouver Kashmira dans notre cours aussi. OK. Est-ce que vous pouvez nommer quelques livres pour la préparation? Il y a énormément de livres pour la préparation. Énormément, énormément. Le problème des livres en fait, de préparation au C1, c'est que ce sont toujours des livres de préparation au C1 et C2. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment encore d'élèves pas suffisamment de candidats qui se présentent au DALF uniquement C1 ou C2 pour les éditeurs de faire des livres uniquement pour un niveau, pour l'autre niveau. Donc tous les livres que vous achetez, au final, vous allez acheter un livre pour les 2 niveaux, ce qui est peut-être pas forcément ultra intéressant. Et le grand problème des livres, et c'est le principal problème des livres, vous n'avez pas d'exemple de production écrite ni de production orale dans les livres. Et ça, pour moi, c'est incompréhensible. Je pense qu'avec Bijal, on va créer un livre avec des exemples de production écrite et orale, parce que ça n'a pas de sens d'acheter un livre et de ne pas avoir d'exemple de production écrite et orale. Donc moi, en général, si vous voulez acheter un livre, je vous recommande, celui que j'utilise dans les cours avec Bijal, c'est ABC DAL C1, qui obligatoirement est C2. C'est un livre qui est très bien, qui n'a pas d'exemple de production écrite ou orale, mais vous avez beaucoup de documents pour travailler la compréhension orale et la compréhension écrite, d'accord? Réellement, si j'achète un livre de préparation aux examens officiels, moi, c'est plus pour la compréhension orale. Parce que on va vous donner une méthodologie pour la production écrite et des thèmes. Vous avez des milliers de vidéos sur YouTube avec ça. Même moi, j'en fais beaucoup. L'objectif d'acheter un livre de préparation, c'est vraiment pour la compréhension orale, parce que comme ça, vous avez les thèmes, vous avez les audios, vous avez la correction, et ça, c'est vraiment pratique, parce que c'est difficile de trouver sur Internet euh, des documents audio pour le DALC1, d'accord? Mais ABC DALC1, il est super. Mais c'est pareil, vous allez avoir beaucoup de thèmes de production écrite et production orale, mais vous n'allez pas vraiment savoir comment les utiliser exactement parce que vous n'avez pas d'exemple. D'accord? C'est pour ça qu'il vous faut un professeur, par Et exemple. aussi, on peut visiter la YouTube channel de Vincent French School TV. Il y a pas mal d'exemples de Delphes et d'Alph sur la chaîne aussi. Oui, et Ok. le titre compte aussi pour le total des mots? Oui, c'est pour ça que le titre est totalement optionnel, d'accord? C'est pour ça que réellement, ce que je vous recommande, moi, c'est de faire votre synthèse. Si vous voyez que vous avez, par exemple, 198 mots, il vous manque 2 mots, on met un titre, d'accord? Sinon, non, vous ne mettez pas de titre à la synthèse, d'accord? Ok, et la prochaine, c'est un peu, je pense que vous avez déjà répondu. Est-ce que vous avez quelques conseils pour pratiquer des thèmes compliqués, pour qu'on puisse comprendre des textes compliqués? Comment faire les lectures particulières? Ah, il vous faut un professeur. Et à partir du DALC 1, le problème en fait de la lecture ou de l'écoute, c'est que il faut une technique et pour lire et pour écouter. D'accord? Il faut le travailler. Il faut vraiment. C'est difficile en fait de travailler seul si vous n'êtes pas professeur. Non? Si vous êtes professeur, peut-être que vous avez déjà des techniques que vous enseignez à vos élèves. Vous avez déjà une réflexion personnelle, on va dire, sur comment travailler un document. C'est très difficile de trouver des textes de type C1 sur Internet. J'utilise des sites Internet comme Courrier International, euh, Le Monde, Le Figaro, des magazines de psychologie, par exemple, c'est une possibilité aussi, des magazines de santé. Vincent, je pense que vous répondez seulement to all panelists et pas. Ah, je suis pas en train de... je suis pas en train d'écrire, Et d'accord, pardon, aussi une petite... le texte que vous avez envoyé avant ça, c'était seulement. Ah, Pour nul! panelists. Attends, on va y avoir un petit peu, une petite seconde, je remets tout ça. Ouais. Ah, ok, d'accord. J'avais mis que ça. Pardon, excusez-moi. Je recopie tout ce Oui. que j'ai mis. Une petite seconde. Euh, Parce que ça m'étonne pourquoi il n'y a pas aucune réaction.
Oui, j'avais mis ça, mais je n'avais pas mis pour les participants. D'accord. Donc, je vous ai recollé le texte pour faire l'introduction ici, d'accord. Je vous ai mis le livre que j'utilise moi et les quelques, par exemple, sites web qui sont pas mal. Mais réellement, c'est n'importe quel journal en ligne qui parle de l'actualité. Vous, si vous cherchez une actualité, vous pouvez aller aussi sur le site de Mediapart. Donc, la technique, c'est lire, quoi. Il faut lire, 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 mais il faut un objectif précis. C'est-à-dire lire pour lire, ça va vous donner des idées, mais ça ne va pas vous apprendre à faire les exercices. C'est pour ça qu'il faut ou un livre, ou un manuel, ou un professeur qui vous dirige un petit peu sur qu'est-ce qu'on fait ou de quelle manière on le fait exactement. D'accord? Ok, et je sais la réponse, mais je vais même encore lire. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, est-ce que dans le jour de l'examen, on peut apporter le dictionnaire sur cette épreuve? Je crois que vous pouvez l'apporter à la production orale, mais de toute façon, non, vous pouvez pas apporter de dictionnaire le jour de l'examen écrit, mais je vous recommanderais jamais d'utiliser un dictionnaire. Jamais, jamais, ni pour la production orale, ni pour la production écrite, ni au niveau C1, ni C2. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait avec un dictionnaire? On commence à regarder un mot, et puis on en trouve un autre, et on en trouve un autre. Et quand vous regardez, vous avez passé 15 minutes à lire le dictionnaire. Vous avez appris 5 mots, mais vous avez perdu du temps. D'accord? Donc, je vous recommande vraiment pas d'utiliser un dictionnaire. D'accord? Ça va pas changer votre examen. Ça va pas vous donner plus de vocabulaire le jour de l'examen, un dictionnaire. Jamais, jamais, jamais. D'accord? Donc, quand vous travaillez à la maison, oui, utilisez un dictionnaire ou utilisez un site web. Un site web qui est génial, c'est synonyme.com. Parce que ça vous apprend en fait à reformuler, non? Ça vous apprend à prendre un mot, comment je peux le dire d'une autre manière, et ça va vous donner 20 synonymes. Ça, c'est utile, non? Quand vous travaillez à la maison. Mais ça, vous n'allez pas l'avoir le jour de l'examen. Et un dictionnaire, ça ne va pas vous être utile. OK? Ok, si on utilise 245 mots, est-ce qu'on perd un point? Ah, c'est zéro. Non, c'est pas vrai, je rigole. Donc, on va voir un petit peu. Les évaluateurs, on sanctionne par tranche de 20 mots. Donc, entre 240 à 260 mots, on va vous enlever un demi-point, moins 0,5 points. De 260 à 280 mots, on va vous enlever un point, etc., etc., etc. Mais c'est pas réellement une question de longueur. C'est-à-dire que les évaluateurs, le jour de l'examen, la première chose qu'on va faire avant de lire votre production, c'est regarder son organisation. Ensuite, on va compter les mots et ensuite, on va la lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Après avoir regardé l'organisation de votre synthèse, on va commencer par compter les mots. Si votre synthèse ne respecte pas la longueur, obligatoirement, l'impression est négative de l'évaluateur. Et donc, même si ça ne doit pas influencer notre évaluation, ça l'influence un peu. D'accord? Moi, j'ai été formateur d'évaluateurs. Chaque fois, ce que je répète aux évaluateurs, c'est attention, ne vous laissez pas influencer par une chose ou par une autre, parce que les évaluateurs sont toujours influencés. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va compter les mots de votre synthèse, si votre synthèse est fait entre 200 et 240 mots, ça va avoir une influence positive sur l'évaluateur. On va dire, ah, super, la personne, le candidat, il a respecté la longueur. Et donc, ça va avoir une influence positive sur notre évaluation, obligatoirement. Peut-être pas énormément, mais on est sur un examen qui est quand même complexe. Si vous pouvez gagner un demi-point parce que votre évaluateur il a trouvé que vous aviez respecté quelque chose, ce serait dommage de perdre un demi-point ou un point ou plus. OK? Donc, c'est Ok, pas grave de faire trop. j'espère que vous avez quelques minutes encore pour Oui, bien sûr, répondre. bien sûr, Ah, avec ok, plaisir. merci. Et sur Facebook, Delisha a demandé, avant, on avait le choix de choisir la science ou les lettres comme thème. Et alors, est-ce que ça continue encore? Non, c'est terminé maintenant à partir de 2022. Euh, Tout simplement puisque, en fait, personne ne choisit le thème scientifique. D'accord? Il y a 2% des candidats qui choisissent le thème scientifique, qui sont peut-être
des médecins, des docteurs, des professionnels de la santé. D'accord? Donc, c'est pas du tout ce qui doit ça doit pas du tout vous préoccuper. De toute façon, ça, c'est quelque chose que vous faisiez à l'inscription et tout le monde choisissait sciences littéraires qui est thème de société. Donc maintenant, ça, c'est fini. OK? Ok, il y a quelques participants qui posent des questions à propos de CEDA et avant ça, je vais annoncer, il y aura un cours de CEDA avec Vincent, mais au mois de septembre et pas maintenant. Et on va vous envoyer un mail pour ça. Et quelle est la... Oui, c'est fixe. Quelle est la différence des parties écrites de niveau C1 et C2 au niveau de longueur ou complexité? Ça n'a strictement rien à voir en fait. Vous ne pouvez pas comparer un examen avec un niveau avec un autre. C'est-à-dire que pour au niveau C2, en fait, comment je peux vous expliquer ça? Au niveau C2, les parties se complètent. En fait, on a réellement que deux parties dans l'examen, qui est compréhension orale plus production orale et compréhension écrite plus production écrite. Puisqu'ici, on va vous demander, par exemple, pour la production orale, d'écouter un entretien de 20 minutes, d'identifier les informations qui sont données, par quelle personne, quelle est l'opinion des personnes sur ce thème. Ensuite, on va vous donner quelques documents et on va vous demander de préparer un exposé en fonction du thème que vous avez écouté, des participants et de leur opinion. Donc, résumer ça, faire une présentation du thème, de l'opinion des participants et ensuite de présenter votre opinion sur ce thème. Donc, c'est un exercice beaucoup plus complet qui est compréhension orale et production orale. Et pour la compréhension écrite, production écrite, c'est la même chose. On vous demande d'analyser des textes, de synthétiser l'information, comme de faire une synthèse, et en plus, après, de pouvoir réaliser une production écrite. Mais c'est un seul et même exercice. Donc, ça n'a strictement rien à voir. D'accord? Mais on va toujours voir que les sujets, les niveaux se complètent. Non? Par exemple, au niveau B2, pour la production écrite, on vous demande de faire un texte argumenté. Au niveau C1, pour la production écrite, on vous demande de faire une synthèse et un texte argumenté. Et le texte argumenté, c'est la même chose que pour le niveau B2. Mais on ajoute de la difficulté avec une synthèse de documents et le fait que les argumentés soient sur le thème de la synthèse. Au niveau C2, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de synthétiser et argumenter en même temps, ce qui est plus difficile. Donc on augmente le niveau de difficulté, les textes sont plus longs, les productions orales sont plus longues aussi. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à faire, non, il y a beaucoup de personnes qui se présentent au C2 et qui arrivent parfaitement à faire l'examen du C2. C'est juste qu'on demande des capacités de méthodologie supérieures et des capacités de langue supérieures. D'accord? Mais tout ça, ça s'apprend, ça se fait petit à petit, ça se fait calmement, et bien évidemment, c'est très possible à faire. Donc, il ne faut jamais s'inscrire aux mêmes examens. Il y a beaucoup d'élèves qui s'inscrivent aux examens B2 et C1 en même temps, ou C1 et C2 pour voir s'ils vont avoir l'un ou l'autre. Non, ce n'est pas du tout la même méthodologie, ce n'est pas du tout la même chose qu'on vous demande de faire. Le mieux, c'est de travailler sur un examen, une méthodologie, bien la comprendre et la présenter. OK? Et sur Facebook, Vidya, je vous entends dire que les connecteurs ne sont pas obligatoires, mais le troisième critère évoque cohérence et cohésion, qui d'après moi fait allusion au connecteur. Merci d'avance de votre réponse. Je pense que vous C'est une avez... excellente question, Ah c'est une oui. excellente question, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous toujours, cohérence et cohésion, qu'est-ce que ça veut dire? La cohérence, c'est la globalité de votre texte. Je l'écris dans le chat. Voilà. Donc, cohérence et cohésion globale et entre... Donc, ce qu'on appelle la cohérence, c'est la globalité de votre texte. Est-ce que vous avez une introduction, des idées qui se succèdent, une conclusion? C'est ça la cohérence. D'accord? Par exemple, moi, dans ma synthèse, j'ai commencé avec un titre, une introduction, les causes, les conséquences et les solutions. C'est ma cohérence globale. D'accord? La cohésion, c'est à l'intérieur de mes idées. Est-ce que j'utilise bien les connecteurs? Alors attention, bien évidemment que vous allez utiliser des connecteurs. Et, mais, donc, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas écrire un texte sans connecteur. Ce que je veux vous faire comprendre quand je parle de non-connecteurs, c'est que par exemple, pour laisser argumenter,
obligatoirement, vous allez commencer tous les paragraphes par un connecteur et vous allez utiliser des connecteurs à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous faites de l'argumentation. Et donc, pour argumenter, obligatoirement, vous devez utiliser des connecteurs de niveau B2, C1 ou C2, non des connecteurs complexes. Bien que, malgré que, cependant, pourtant, même si, quoique, en raison de, etc., etc. Non, qu'ils ne soient pas des connecteurs comme et, mais, donc, pourquoi. Mais pour la synthèse, vous pouvez tout simplement utiliser ces connecteurs. Et, mais, donc, pourquoi. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des connecteurs complexes pour faire une excellente synthèse et que votre texte soit cohérent. D'accord, je vous le répète, moi j'ai été évaluateur et formateur d'évaluateurs. Le CIEP, qui est maintenant France Éducation Internationale, nous dit très clairement que pour la synthèse de documents, l'évaluateur ne peut pas sanctionner le fait que le candidat n'utilise pas de connecteur complexe. D'accord? Donc, ce n'est pas obligatoire. Si vous voyez l'opportunité d'utiliser un connecteur, faites-le. Pourquoi? Parce qu'on va valoriser, d'accord? Mais on ne va jamais pénaliser l'action de ne pas utiliser de connecteur complexe. Attention, dans la deuxième partie, laissez argumenter. Là, oui, c'est indispensable d'utiliser des connecteurs complexes, puisqu'on veut que vous montriez que vous avez une bonne connaissance de la langue française. Ok. Pourriez-vous nous dire les thèmes essentiels au DEL C1? Les thèmes, Qui me donner le sujet, quel sujet on va préparer pour l'examen qui va arriver. Plus on doit monter dans le niveau, plus les thèmes sont larges, non? Donc, à partir du niveau C1, on commence à avoir des thèmes un petit peu complexes, d'accord? Il n'y a pas d'aéronautique, il n'y a pas de coronavirus, d'accord? Ça, je peux vous le dire tout de suite, il n'y aura jamais de coronavirus dans les examens, jamais, 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 jamais. Si vous voulez en parler, vous pouvez, c'est vous qui décidez, d'accord? Dans vos productions écrites ou orales. Mais il y a 4 grands domaines dans les examens d'élèves, dans le CEC. Il y a le domaine éducationnel, le domaine privé, le domaine public et le domaine professionnel. D'accord? 4 domaines, éducationnel, privé, public, professionnel. Domaine éducationnel, ben, c'était le thème qu'on a traité aujourd'hui, par exemple. Mais l'éducation, c'est large. D'accord? Il y a beaucoup de thèmes possibles dans l'éducation. Domaine privé, la famille, les relations avec la famille, avec les personnes âgées, les relations interprofessionnelles. D'accord? Domaine public, la vie en société, tout simplement, qui est très très large. D'accord? Donc, votre vie quotidiennement en société comme citoyen, ce que vous faites, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique, qu'est-ce qui doit changer sur la législation de quelque chose. Domaine professionnel, au travail, les évolutions du travail au fil du temps, la mondialisation, la globalisation, le fait que maintenant on travaille tous avec le téléphone, les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, ce sera dans tous les thèmes, éducationnel, privé, public, professionnel. Donc, il y a ces 4 thèmes principaux et de ces thèmes principaux, il y a beaucoup de possibilités. Okay. Si vous êtes au courant de l'actualité en France, si vous lisez l'actualité ou vous écoutez l'actualité, il n'y aura pas de problème. C'est toujours des thèmes d'actualité. Est-ce que les ponctuations sont comptées aussi dans les synthèses? Oui, bien sûr, la ponctualisation, ça fait partie de la cohérence et de la cohésion. C'est-à-dire qu'un texte de 240 mots qui aurait 4 phrases, bah, il serait cohérent, mais il n'y aurait aucune cohésion, puisque ça va être très difficile à lire. D'accord? Une phrase, c'est pas plus de 20 mots. D'accord? Exceptionnellement, ça pourrait être un petit peu plus si vous exprimez un paradoxe ou une concession, mais il faut mettre des points, il faut mettre des virgules. Le plus simple à faire réellement, c'est de lire votre production à voix haute. Si vous n'arrivez pas à la lire, ou c'est le vocabulaire, ou c'est la construction des phrases, ou c'est la ponctuation qui ne va pas. Mais je pense qu'il demande, ça nous compte avec le mot, les 240 mots en la ponctuation, oui? Ah non, 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 là, les points, les virgules, ça compte pas comme un mot, hein, d'accord? Vous ne pouvez pas prononcer un point ou prononcer une virgule. Non, non, la ponctuation ne compte pas. Pas de stress, pas de stress. Ce serait beaucoup trop difficile. Vous imaginez compter tous les points, les virgules, ce serait comme... Non, ça serait déjà 50 mots. Ouais, ouais, c'est vrai, exactement.
Et s'il y a des chiffres dans le texte, est-ce qu'on doit les mentionner dans notre écrit? Si oui, comment? Oui, s'il y a des chiffres dans les textes. J'ai traité ça la dernière fois avec le groupe de C1 qu'on a actuellement avec Bijal. Il y avait des chiffres qui étaient importants. Il ne faut pas donner tous les chiffres. D'accord? Essayez de vous concentrer sur un chiffre dans un paragraphe. D'accord? Si vous pensez que c'est important, généralement, c'est des pourcentages. D'accord? Par exemple, on avait, vous voyez dans ma production, il y avait, on parlait de 25%. Donc, vous pouvez utiliser 25%. Vous pouvez également dire un quart. D'accord? Donc, vous pouvez réutiliser le chiffre et l'écrire en numéro, il n'y a pas de problème. Puisque c'est un exercice de synthèse, c'est dans le document, je peux le réutiliser. Mais ne donnez pas un paragraphe avec 10 chiffres ou 4 chiffres qui étaient dans les documents. Pourquoi? Parce que vous allez recopier le texte exactement. Et ce n'est pas du recopiage qu'on veut, c'est vraiment une analyse. D'accord? Donc, oui, vous pouvez utiliser des numéros. Oui, vous pouvez les écrire en chiffres. Si jamais vous voulez montrer que vous avez une bonne connaissance du français et que dans un document, on vous disait qu'il y avait 48% de quelque chose, vous pourriez dire presque la moitié de quelque chose. Ça va montrer à l'évaluateur que non seulement vous avez identifié le chiffre, mais qu'en plus, vous êtes capable de le reformuler de manière complexe sans perdre le sens du texte. Mais attention, ça c'est une activité un petit peu plus difficile. Si vous avez un doute ou si vous ne savez pas comment faire, vous écrivez le chiffre tout simplement. Euh, et vous avez dit qu'il n'y a pas une seule manière d'organiser la synthèse, mais est-ce que c'est plutôt logique de présenter d'abord la situation, les causes, les conséquences, les solutions, s'il y en a, et une conclusion, ou est-ce que le texte de la synthèse peut commencer par la solution, par exemple? Ça dépend les thèmes. Ça dépend les thèmes. Moi, par exemple, je suis une personne très logique en général. J'ai toujours tendance à proposer d'abord les problèmes et après les solutions. Non? C'est assez logique de faire comme ça. Pour moi, c'est logique de présenter les causes d'un problème, les conséquences d'un problème et les solutions à ces problèmes. D'accord? Mais ça dépend totalement des thèmes. D'accord? Vous ne devez pas vous laisser guider par ça. Bien évidemment, de temps en temps, vous pourriez commencer votre synthèse par une solution. Selon moi, ce serait plus difficile à faire. D'accord? Mais pourquoi pas? D'accord? Peut-être que de cette solution, après, il y aurait d'autres choses à proposer qui viennent de cette solution. D'accord? Peut-être que dans un document, on vous parlerait de solution à un problème et on vous parlerait des conséquences de cette solution. Donc ici, on présenterait la solution et ensuite les conséquences de cette solution. D'accord? Vous devez pas automatiquement vous laisser influencer par ce que je vous ai montré aujourd'hui. D'accord? J'ai déjà traité un thème avec un élève la semaine dernière qui était sur le livre numérique, non? L'e-book, par exemple. Dans un texte, on présentait les avantages de l'e-book, uniquement ça. Dans un deuxième texte, on présentait le futur du livre papier et on présentait les problèmes, des causes, des conséquences et des solutions. Donc là, l'organisation était totalement différente puisque j'avais aucune relation quasiment entre les deux textes. Dans un texte, on parlait du livre numérique et dans l'autre texte, on parlait du livre papier. L'objectif ici, c'était plutôt d'arriver à voir quelles étaient les similitudes entre le livre papier et numérique et de voir après à la fin, en fonction des documents, les documents nous disaient que le livre numérique allait éliminer le livre papier. Donc là, ce n'était pas du tout à moi de prendre position, mais plutôt de relativiser l'information qui était présentée. Et c'était une organisation qui n'avait rien à voir avec cause, conséquence, solution. C'était totalement différent. C'était avantages, inconvénients et futur du livre papier et numérique. Et, et la question prochaine, c'est vraiment, je pense, pertinente. Je voudrais demander si le texte n'est pas très compréhensible pour moi, comment j'y trouve l'idée principale du texte? C'est une bonne question. Oui. Rappelez-vous tout le monde, si un article est écrit dans un journal, c'est parce qu'il y a un problème. Et donc vous avez un journaliste qui a vu quelque chose, qui a dit, je dois écrire un article sur ça. D'accord? Donc mettez-vous à la place du journaliste qui a écrit l'article. D'accord? Et posez-vous la question, pourquoi cet article il a été écrit?
Et ça vous aidera un petit peu plus facilement à comprendre le thème et après les différentes racines autour de ce thème. Et oui, c'est une excellente question. Si vous n'avez pas compris le texte, il faut le lire, le lire, le lire et le relire et le relire et le relire. D'accord? Il faut le lire 10 fois pour le comprendre. Comment maîtriser la production orale selon le niveau C1? Parce que jusqu'au B2, on a presque maîtrisé la langue standard. On fait comment apprendre la langue soutenue? La langue soutenue, c'est beaucoup de petits détails réellement. D'accord? Vous ne croyez pas qu'il y a une différence monumentale à partir du moment où vous avez si vous avez votre diplôme B2 avec une note de 85 ou 90 sur 100 pour le C1, il n'y aura pas énormément de choses à apprendre. Dans les cours en général, dans les cours que je fais pas beaucoup d'activités de grammaire ni de vocabulaire, ou vraiment sur des choses très spécifiques, si j'ai vraiment la sensation que les élèves ont des difficultés à exprimer quelque chose. On essaye plutôt de se concentrer sur la méthodologie, sur les conseils, sur comment on pourrait améliorer les choses. Vraiment, si je vois que les élèves ont des gros problèmes de grammaire, on pourrait travailler quelque chose. Et dans la synthèse, vous allez toujours travailler les mêmes choses, présent, passé, futur, conditionnel, subjonctif. Il n'y a pas énormément de choses supplémentaires. Alors après, il y a des techniques comme par exemple le participe présent, ici qui va être très utile pour exprimer une cause. Si vous vouliez exprimer une hypothèse, ben, on pourrait combiner conditionnel passé, imparfait et plus que parfait. On va aussi voir l'utilisation des connecteurs plus complexes pour laisser argumenter ou, par exemple, au lieu de dire qu'on, dire que l'on. C'est beaucoup de petits détails, par exemple. Non, donc, il ne faut pas forcément vous préoccuper. Si vous arrivez à écrire la synthèse sans faire énormément d'erreurs, il n'y a pas de problème, c'est très bien. D'accord? Mais même pour les évaluateurs, c'est très difficile de voir la différence entre un niveau C1 et C2 au niveau de la langue. D'accord? Par contre, c'est très facile de voir la différence entre un niveau B1 et un niveau C1 parce que vous faites beaucoup d'erreurs. D'accord? Ce qu'il faut plutôt vous concentrer, au lieu de vous concentrer à faire des choses complexes, concentrez-vous à bien faire les choses simples. D'accord? Est-ce que je suis capable de conjuguer les verbes au présent en français? Est-ce que je suis capable de conjuguer les verbes au passé en français? Est-ce que je suis capable de conjuguer les verbes au subjonctif en français? Ça, déjà, c'est largement compliqué, hein. Est-ce que je suis capable de faire la différence entre de et du? Est-ce que je dis j'ai d'argent ou j'ai de l'argent? Est-ce que j'ai beaucoup d'argent? Ça, c'est les choses qui sont difficiles à faire en français. Et c'est ces petits détails-là qui vont nous permettre de savoir que vous avez une bonne connaissance de la langue française. Mais si vous voulez apprendre le subjonctif passé ou le passé antérieur, je ne pense pas que vous allez l'utiliser jamais. Moi, personnellement, je ne les ai jamais utilisés dans ma vie. Donc, je ne suis pas sûr que vous les utilisiez. Mais pour le plaisir d'apprendre la grammaire, vous pouvez le faire. C'est toujours un plaisir d'apprendre. Et la dernière, si dans un texte, il y a plusieurs avantages ou inconvénients, c'est obligatoire de tous les mentionner dans la synthèse? Ceux qui sont importants, oui, bien évidemment. D'accord? Puisque votre travail, bien évidemment, c'est d'analyser. Donc, si par exemple, on vous pose un problème et on vous dit qu'il y a 3 avantages et 3 inconvénients, on attend que vous nous présentiez ces avantages et ces inconvénients, bien évidemment. D'accord? Oui, oui. Mais c'est toujours pareil, c'est vous qui décidez, c'est-à-dire, est-ce que cette information, elle est pertinente dans ma synthèse? Est-ce qu'elle permet d'apporter, est-ce qu'elle permet de bien résumer, de bien synthétiser l'information qui est présentée? D'accord? Si on vous parle d'avantages en général et d'inconvénients en général, ben, dans votre synthèse, vous direz uniquement qu'il y a des avantages comme par exemple ça et des inconvénients comme par exemple ça, sans avoir à tous les nommer. D'accord? Ça dépend un petit peu des thèmes du texte. Si vous pensez que c'est important, oui, mettez-le, d'accord, obligatoirement. Ok, et encore une fois, il y aura une séance pour le niveau C2. Oui, on va avoir une séance de niveau C2 au mois de septembre. Ok, et on a terminé avec les questions, Vincent. Merci pour votre patience. Et oui, tous les participants sur Zoom et sur Facebook, on commence avec la cour de 10 heures avec Vincent pour
DALT C1, surtout pour production écrite et orale. Et on a déjà mis le lien dans le chat. Et un grand merci à vous, Vincent. Ben, merci à Indo-French Hub d'avoir organisé ça. Merci à tous les participants qui ont pris du temps le dimanche pour venir, pour apprendre, pour poser vos questions. On est très contents. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient très intéressées pour ce type d'activité. Donc, on est très content que vous soyez motivés à venir, à poser des questions, que vous soyez intéressés par la langue française. C'est génial et on va, bien évidemment, on va continuer à le faire dans le futur. OK, merci. Bonne soirée tout le monde. Thank you. Salut!